il y a aussi, pour finir avec cette limitation de l'excès de pulsionnalité, il y a l'idée de l'analyse comme mot auxiliaire, elle en parle, que l'analyse idéal de moi. Exactement, fasse office d'idéal du moi. Vu que l'enfant est immature et peu parent, ça me paraît très théorique, comme c'est de dire ça ainsi. Mais ça a eu une postérité énorme, cette histoire de l'analyste comme à la position de l'idéal du moi, à tel point que c'est contre ça que Lacan s'est opposé. Il y avait cette tendance de devoir s'identifier à l'analyste. Et c'était presque la fin de l'analyse. Oui, mais ça arrive qu'on s'identifie à l'analyse, même chez les adultes. Oui, c'est pas le but de l'analyse. Non, d'accord. mais il y a eu une période où c'était pratiquement ça. Ah, parce qu'elle, c'est l'histoire du cadrage. Alors on cadre, et puis avec l'aide des parents, il y a quelque chose aussi d'un traitement un petit peu systémique. Là, en l'occurrence, je trouve assez intéressant cette idée de faire participer les parents au traitement. Oui. Pour voir comment, non pas dans une idée de dire qu'ils sont coupables, Oui, c'est ça. mais l'idée d'en dire peut-être qu'il y a une manière de faire différemment, qui sera plus efficiente pour lever quelques symptômes de l'enfant. Mais, donc ça, c'est des points, je m'excuse dans la présentation, mais je trouvais important de discuter dans les points, je trouvais pas mal de ce qui est dit. Non, le travail avec les parents, il est extrêmement important, surtout au début, d'ailleurs, justement, ce qu'elle appelait de préparation, d'entretien de préparation, pour que l'enfant sache pourquoi il vient là. Moi, j'utilise beaucoup les parents. Je fais des entretiens avec les parents et je demande à que l'enfant soit présent pour qu'il puisse entendre les parents dire les raisons pour lesquelles ils viennent. Donc là, dans sa méthode, pour j'ai presque terminé un petit peu ce que j'avais à dire, c'est que le point commun, je dirais, un des points que je trouve très important dans ce qui est discuté, c'est toute la question, alors je suis probablement anachronique, elle n'utilise pas ce terme d'alliance thérapeutique, mais pour moi c'est un peu de faire une alliance thérapeutique, stimuler le transfert, c'est des termes qui me semblent assez interchangeables. C'est l'importance du transfert de l'alliance thérapeutique dont elle parle, et qui est énormément discuté par Eichhorn dans les cas cliniques dont on discutera. Ça, c'est une chose vraiment importante. Et puis cette alliance thérapeutique, pour moi, elle se décline de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'elle peut être articulée justement à un sentiment de souffrance. Je sais bien qu'on est dans la nosognosie, mais le fait d'avoir un sentiment de souffrance, on va aller voir un médecin qui lui sait. Donc il y a la question du sujet supposé savoir, pour utiliser des termes lacaniens, mais on va aller l'enfant va aller vers Anna Freud parce qu'elle pourra l'aider selon les parents. Peter Heller est allé vers Anna Freud, son père était familier des œuvres de Marx et de Freud, il est allé voir, il a proposé qu'il aille voir Anna Freud. Donc l'alliance thérapeutique se déclinerait ainsi, elle se déclinerait dans la confiance en l'analyste, elle insiste là-dessus, que c'est un point important. Et puis aussi dans l'acceptation du traitement. Donc ça, c'est un point, je trouve, assez fondamental. Je le regroupe un petit peu sous terme d'alliance thérapeutique. Et puis, dans ce texte, elle parle, et ça, je trouve très actuel, ce qu'elle dit, ce que je viens de dire, je trouve très actuel. Aussi, là, elle trouve des techniques, elle est un peu rusée quand même si des fois elle est un peu collée à la théorie, je trouve qu'elle a fait preuve d'un peu de ruse, il y a des sortes de techniques pour stimuler un peu le transfert. Alors, je le dis un peu une sorte de technique, mais c'est de la ruse pour moi. C'est par exemple s'allier aux jeunes, dans le cas d'un enfant qui a plutôt des tendances délinquantes, ça on le voit aussi avec Eichhorn. Elle a pris ça avec Eichhorn, oui. Je pense. Se rendre intéressant, utile à lui. Moi, il me semble que de se montrer un peu aimable et accueillant en général, c'est déjà, ça peut stimuler un petit peu le transfert chez l'enfant, ou dire les choses avec une certaine droguerie. Mais ceux dont vous appelez ruse, oui, elle parle d'une situation, ce sont une page intéressante. Où elle commence à résoudre quelques problèmes pratiques de l'enfant. Exactement. De façon à qu'il puisse commencer à avoir besoin d'elle.
Et elle parle beaucoup de ça, de stimuler la dépendance. Puis elle parle aussi de elle n'utilise pas le mot mimétisme, mais elle rit comme lui, elle s'intéresse aux mêmes choses que lui, donc oui, il y a un truc un peu de mimésis, un peu comme dans ces trucs un peu je connais pas très bien, mais dans la programmation neurolinguistique, il y a l'idée quand on voit quelqu'un, alors on prend la même gestuelle que lui pour créer une sorte de climat, de proximité, enfin je sais pas ce que ça vaut, hein, mais je trouvais assez drôle, il y a une sorte de mimésis comme ça. Aussi. Un dernier point moi, que j'ai souligné, que je trouvais assez intéressant, c'est j'ai pris deux exemples d'intervention qu'elle a auprès des enfants. Dans le cas que j'ai noté, cas numéro 5, c'est une fillette de 7 ans. Et puis, pour arriver à modifier un certain comportement de l'enfant, Anna Freud va personnifier la méchanceté de l'enfant, la rendre vraiment visible. Et puis la fillette va prendre conscience par cet effet de miroir en quelque sorte, enfin elle lui met en avant toute cette méchanceté. L'enfant, la fillette va prendre conscience de cette méchanceté-là qu'elle a en elle, et puis modifier son comportement. Donc il y a l'idée, c'est Anna Freud qui dit ça, de produire une scission intime du moi de l'enfant et produire une sorte de conflit interne, je dirais. Mm-hmm. Donc moi je dirais que c'est vrai, enfin de créer un petit peu de conflit chez certains patients qui sont très lisses, et de leur montrer les contradictions qu'il peut y avoir dans leur discours, dans leurs désirs et dans leurs actes. Ça crée un état, pas de dissociation, mais un état de conflit, un état d'ambivalence, un état de division subjective qui permet d'avancer. Et puis un autre exemple, qui est assez drôle, elle joue avec le narcissisme du patient. Donc dans le cas 4, c'est un enfant de 4 ans qui est de 10 ans, donc c'est un garçon de 10 ans, il a une petite sœur qui est patiente chez Anna Freud, et puis il est très jaloux de sa petite sœur, et puis il est très colérique. Et puis il va chez Anna Freud, ça n'a aucun effet. Anna Freud observe que finalement son comportement colérique permet un gain d'attention parentale, donc il y a un bénéfice narcissique de ce symptôme, de ce comportement. Alors Anna Freud, pour le faire changer, elle va dévaloriser son comportement en lui disant mais c'est le comportement d'un fou de se mettre en colère. Alors le patient réagit, il dit mais je suis pas fou. Alors enfin elle joue un peu sur elle le dit pas ainsi, mais c'est comme ça que je le dis simplement. Elle joue sur le narcissisme du patient, elle fait usage de ruses pour l'amener à modifier un petit peu sa position et puis avoir un regard critique sur son comportement. Mm-hmm. Voilà un petit peu moi ce que j'ai relevé un petit peu de cet ouvrage qui m'a, cela dit, pas mal plu. J'ai trouvé assez ingénieux cette manière didactique d'exposer les choses. Les cas sont bien entendu moins intéressants que ceux d'Eichhorn parce que c'est des bouts de vignettes cliniques quelque part. C'est des bouts de vignettes. Voilà.